Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous n'avez pas un souvenir d'enfance heureux en écoutant ce générique. Bon, on continue l'arc de Maître Togashi sur la chaîne avec tout simplement le grand frère de Hunter x Hunter, je parle bien entendu de... Yu Yu Hakusho est publié par la Shueisha en 19 volumes entre 1990 et 1994. Il est bien sûr publié ensuite en Europe avec les éditions Kana entre les années 1997 et 1999. Donc oui, il est sûrement plus vieux que la plupart d'entre vous, malheureusement c'est pas mon cas. Une adaptation animée est bien sûr diffusée entre 92 et 94, et c'est sur cette matière qu'on va parler. Mais alors, de quoi est-ce que ça peut bien donc parler? Yusuke Urameshi est 14 ans et le parfait délinquant, bagarreur et rebelle. Pourtant, un jour, il meurt en sauvant un petit garçon d'un accident. Mais cet enfant aurait survécu miraculeusement même si Yusuke n'était pas intervenu. Non prévu par les instances du royaume des morts, son sacrifice pose problème. C'est pourquoi on lui propose de revenir à la vie après avoir réussi à prouver qu'il en est digne. Aidé de Botan, la passeuse d'âme qui a réglé son cas lors de sa mort, de son ami Kuwabara et sous la direction de Emma Junior, le fils du roi des ténèbres chargé de l'examen des âmes. Yusuke devient alors détective du monde des esprits sans le savoir, et est doté de pouvoirs qui l'aideront dans des différentes tâches, aussi bien dans le monde des humains que dans celui des esprits. Vous l'aurez donc compris, Yusuke devient détective du monde spirituel et reçoit des missions de la part de Botan. Je vais passer rapidement les mini-arcs qui viendront avant le tout premier grand arc, en vous racontant certains points, dont trois missions qui seront importantes en termes de lore et de personnages pour la suite de l'histoire, donc on est parti. Un jour, Botan envoie Yusuke en mission afin de retrouver 3 bandits démons qui auraient volé des objets très puissants capables de faire de gros dégâts sur Terre. Dans l'ordre décroissant d'importance, vous avez Goki qui dérobe l'orbe des ténèbres et qui permet d'extraire et de capturer l'âme des humains. Kurama, un démon réincarné dans le corps d'un être humain, il vole l'espoir désespéré, un miroir qui a le pouvoir d'exaucer ton souhait en contrepartie de ta propre vie. Yei, un démon bien stylé, rapide et redoutable qui a volé l'épée de l'ombre, qui permet de transformer les humains en esclaves sans cervelle. Notez qu'il a dans cet arc un design dégueulasse avec cette transformation. Pour la deuxième mission, Yusuke devra empêcher un démon ultra puissant et sanguinaire de gagner une série d'épreuves qui permettra d'être le disciple de Maître Genkai, une experte incontestée en arts martiaux. Il faut savoir que ce démon cache son identité, et Yusuke et Kuwabara aussi, parce que oui, il s'est incrusté dans cette mission, essayeront de le retrouver et de l'empêcher d'être le disciple de Genkai. Pour la troisième et dernière mission, Botan envoie Yusuke et Kuwabara. Oui, car depuis la deuxième mission, Kuwabara s'est incrusté dans les aventures de Yusuke et fera partie de l'histoire. Donc Yusuke doit partir en mission de sauvetage et délivrer Mademoiselle Yukina, qui a la faculté de transformer ses pleurs en diamants. Elle est donc séquestrée par un riche et gardée par les frères Toguro, des mercenaires qui n'ont plus besoin de faire parler d'eux, au point de vue de leur force et cruauté. Donc fin de parenthèse pour ces mini-arcs et ces missions, vous avez ici quelques personnages et quelques événements qui vous permettront de découvrir le premier arc, qui est tout simplement l'arc du tournoi des ténèbres. Ah, ça sent la baston. L'invitation au tournoi. L'arc commence fort avec les impressionnantes menaces de Toguro envers Yusuke et l'oblige, lui et ses autres membres du groupe, à participer à un tournoi ultra violent sur une île dans 2 mois. S'il ne veut pas, il sera exécuté sur le champ, dos au mur, il accepte. Donc 2 mois passent et l'équipe arrive et se prépare pour le premier combat de ce tournoi, et qui ont en grande majorité des combats à mort. Pour cette première manche de ce tournoi, rien de très impressionnant, c'est un classique 1v1, vous savez juste que Yusuke, de son entraînement avec Maître Genkai, est totalement épuisé et complètement amorphe, donc il est limite en train de dormir tout le temps. Donc c'est son équipe qui va devoir se charger de cette première rencontre. On peut quand même tirer quelque chose d'intéressant de cette première rencontre, c'est tout simplement le combat de Yei qui va nous montrer une technique incroyable qui va choquer tout le monde, ou presque. Bien que ce combat soit assez court, c'est quand même l'acte qui va officiellement lancer l'arc des ténèbres avec une vraie classe et des conséquences malheureusement pour Yei. Les combats vont s'enchaîner pour arriver en demi-finale, parce que oui, je vais vous passer un peu les combats assez simple et aussi pour vous laisser voir un peu l'œuvre si jamais vous l'avez pas vu. Donc cette demi-finale qui m'avait énormément marqué quand j'étais gosse, parce que oui, je regardais Yu Yu Hakusho avant d'aller à l'école. Donc d'ailleurs j'avais tout le temps une petite haine parce que je pouvais pas regarder la fin de l'épisode. Je pense qu'il me restait tout le temps 5 minutes avant de finir l'œuvre parce que je devais bouger. Mais bordel, qu'est-ce que c'était bon de voir Yu Yu Hakusho avant d'aller à l'école. Bon, séquence nostalgie terminée. Ce qui m'avait le plus marqué dans ce combat, c'est tout simplement l'équipe adverse, parce que oui, il y en a un ou deux qui sont pas très forts et qui sont pas très marquants, mais il y avait le premier adversaire de Yei qui est Kuro, donc oui, on parle encore de Yei. Donc Kuro, en fait, sa spécificité, c'est qu'il avait des sphères vaporeuses, et en fait, quand il mangeait un après avoir reçu un coup, donc on va dire que Yei, je pense que son premier coup même c'est un coup de katana, et ben en fait, il va avoir ces sphères vaporeuses qui vont lui permettre de s'adapter à l'attaque de l'ennemi, et donc de devenir invulnérable à cette attaque. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il en a 3. Le combat va se dérouler, il y aura des métamorphoses pour la part de Kuro. J'ai vraiment aimé l'atmosphère qu'il y avait dans ce combat. C'était assez sombre,
Les transformations quand j'étais petit, ils étaient assez choquantes même, je me rappelle. Et j'ai vraiment aimé ça, genre ça m'a marqué même. Et voilà, ça c'est le combat de Yei. Autre fait marquant de cette demi-finale, c'est tout simplement le combat de Kurama. Donc Kurama va être confronté à Urashima, une espèce de petit homme avec une canne à pêche. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cet Urashima va être assez vicieux parce qu'il va faire croire à Kurama qui a une bonne âme, hein, c'est le plus humain des démons là. Il va faire une crasse à Kurama et cette crasse va se retourner, on va dire, contre lui, tout simplement parce qu'il va utiliser un objet assez spécial fabriqué par leur chef d'équipe. D'ailleurs, les sphères vaporeuses aussi étaient fabriquées par ce chef d'équipe. Il va tout simplement utiliser une brume qui va faire régresser son adversaire à l'état de nourrisson et plus encore. Mais le problème avec Kurama, c'est qu'avant, Kurama, c'est une réincarnation. Et donc, cette brume va tout simplement faire régresser Kurama à son ancien état de démon, le légendaire bandit Yoko Kurama. Et là, franchement, je pense que c'est le plus gros glow-up qu'il y a dans ce tournoi-là. Et dans ces combats, c'est vraiment, quand vous voyez ça la première fois, dans la première mise en scène de Yoko Kurama, c'est dingue. Ce personnage qui est si attachant et si humain qu'est Kurama, de le voir se transformer en ça, c'est vraiment impressionnant. Je vous laisse bien entendu le plaisir de découvrir, si vous ne connaissez pas, la finale de ce tournoi. Donc c'est tout simplement contre l'équipe de Toguro, donc les deux frères Toguro et deux adversaires aussi. Le cinquième, s'il y a une petite surprise, on va dire à ça. Sachez juste que cet arc est vraiment dingue. Vous avez plein de combats, vous avez plein d'intensité. Il y a beaucoup d'handicap dans les combats parce que des fois, ils vont enchaîner les combats, ils vont être vraiment blessés. Il y a des personnages qui vont être manquants, des personnages de l'équipe. Donc, il y a vraiment des hauts et des bas dans ce tournoi des ténèbres et il y a même des petites particularités que vous verrez vous-même. Là, en fait, on va rentrer dans l'arc de Sensui, qui est le prédécesseur de Yusuke. Donc, en fait, c'est aussi un détective du monde spirituel qui aurait pété un câble un jour et qui aurait tué plein d'humains, tout simplement parce qu'il ne supportait plus de voir la cruauté humaine. Et un jour, il a vraiment vrillé et il a tué tout le monde, quoi. Dans cet arc, vous allez avoir la confrontation des deux détectives du monde spirituel avec les idéaux différentes et des objectifs différents. Bien sûr, l'un veut détruire le monde des humains et l'autre veut le sauver. Mais Sensui, en plus d'être incroyablement fort et fou une raclée à Yusuke, il est accompagné en fait de 7 personnes qui l'accompagneront le reste de l'histoire. Vous avez l'ange noir, le gardien, le tireur, le gourmet, le maître du jeu, le docteur et le marin. Petit clin d'œil à ceux qui ont vu l'heure, bien sûr, avec ces 7 personnages. Comme chaque arc qui accompagne le lot de danger, les héros font aussi une recherche personnelle et leur propre glow-up. Vous avez tout simplement Kuwabara avec son épée astrale qu'on voit depuis l'arc de Genkai, qu'il a formé et entraîné, qui, dû à un événement de vie ou de mort, a dû transformer son épée en épée transdimensionnelle. L'une des choses intéressantes aussi dans cette histoire, c'est tout simplement le fait de revenir sur les personnes de Kurama et de Yei, sachant que Kurama, comme vous l'avez vu dans l'arc du tournoi des ténèbres, Kurama était un démon de classe S en Yoko Kurama, et en fait, en fuyant le monde des ténèbres, Yoko Kurama a dû régresser en devenant un humain, et donc son rang de démon a dû fortement descendre. Pour Yei, c'est un petit peu différent, parce que lui, avant de quitter le monde des ténèbres, il s'est greffé ce troisième œil que vous pouvez voir de nombreuses fois dans la série, et qui lui permettrait de chercher deux choses qu'il tient vraiment à retrouver. Lui ont fait baisser son rang qui était de rang S à un rang bien inférieur. Vous avez dans ce second arc majeur une vraie ambiance, une vraie tension assez sombre, parce que c'est tout simplement limite une course-poursuite en fait, avant que Shinobu, donc Sensui Shinobu, détruise le monde des humains. Ils vont devoir faire face à des kidnappings, à des attaques de démons dans un hôpital. Les différentes parties, donc l'ange noir, le docteur et tout ça, qui vont attaquer l'équipe, le groupe de Yusuke. Et ces différents moments de l'histoire vont tout simplement nous mener petit à petit vers la fin de cet arc, qui est, je dirais même, une succession de sauvetage en fait. Parce que vous avez tout simplement le sauvetage de Kuwabara qui, en développant son épée transdimensionnelle, est un objectif de Sensui. Donc vous avez tout simplement le reste des gens, donc Yusuke, Kurama et Yei, qui après les événements du premier arc et aussi toutes les menaces qui pèsent sur le monde des humains, ont consolidé un vrai groupe et vont essayer de chercher Kuwabara. Dans ce combat final, vous avez une succession d'événements qui vont se produire, des révélations bien sûr, et un échec. Un échec pour l'équipe de Yusuke. Qu'ils ne comprennent rien. Je me fiche qu'Urameshi me descende à chaque rencontre. Quand je le combats, je me sens si bien. Tu comptes y retourner maintenant? Oui, j'y vais sur le champ. Cet échec provoquera des conséquences atroces tout simplement parce que Sensui, en voulant s'échapper par un tunnel qui relie le monde des humains et celui des ténèbres, il va provoquer le groupe de Yusuke en leur disant « Venez m'attraper si vous pouvez ». Et là, il y aura l'acte qui fait en sorte que ça va en contradiction avec la morale du groupe, et la moitié étant humaine, l'autre moitié étant démon, mais en voulant protéger le monde des humains. C'est tout simplement de casser cette barrière qui
qui les sépare en fait, le monde des humains et le monde des ténèbres, et il partira à la recherche de Yu Sensui dans le monde des ténèbres. Là-bas se déroulera le combat final avec des actes vraiment bien stylés pour cette œuvre. Donc Sensui qui en fait développe encore plus de pouvoirs, c'est un truc de malade. Il a des pouvoirs divins en fait, sachant que c'est un homme de base. Les combats s'enchaînent et un de ces combats va tout simplement mener vers le troisième arc majeur, l'arc des trois rois. Aïe aïe aïe, je mettais tous mes espoirs sur ce troisième arc. Il commençait super bien. Vraiment, il commençait extrêmement bien. Vous allez tout simplement suivre les événements du deuxième arc, donc la résolution finale pardon, de cet arc-là, qui fait que Yusuke, Kurama et Yei vont partir dans le monde des ténèbres, tout simplement parce qu'ils ont eu une invitation des trois grands rois du monde des ténèbres pour venir les épauler, pour venir être leur second, les choses comme ça. Vous avez tout simplement l'invitation de Yei par Mukuro, qui est une personne assez mystérieuse, on voit que son œil, et on n'a pas plus d'informations là-dessus, très peu loquace, vous en verrez plus dans la série. Kurama va recevoir l'invitation de Yomi, qui est une ancienne connaissance de Yoko Kurama. Vous allez en apprendre un peu plus sur leur relation à eux deux, vraiment cool de savoir pourquoi il y a eu ça et tout. Et vous avez l'invitation de Yusuke par Raizen, qui est pour moi l'un des personnages qui est le plus classe. Il y a vraiment même une phrase qui m'a marqué dans cette œuvre, dans cet arc-là, et j'en pense encore des fois maintenant, c'est tout simplement « Je meurs de faim ». Et quand vous connaissez le contexte de cette phrase, c'est incroyable, je trouve. Elle est superbement bien faite. Et juste après, donc je trouve que dans cette œuvre, vous avez énormément de points forts. Vous avez tout simplement l'effet badass. Rien que ça, l'effet badass de cet arc. Quand vous savez que Yusuke, après être accueilli par des disciples de Raizen, doit courir à pleine vitesse pendant 3 jours et 3 nuits, je sais plus. Je pense que c'est ça si je me trompe pas. Vous avez Yei qui va devoir se battre pendant des jours dans un battle royal dans le vaisseau de Mukuro. Vraiment stylé. Il va rencontrer d'ailleurs le chirurgien qui lui a fait son troisième œil avec un combat classe, vraiment classe. Le sens de sacrifice, ça y est, il l'a. Pour Kurama, c'est beaucoup plus distingué. Donc lui, c'est directement, il se fait accepter par le roi, c'est limite son bras droit. Il y a des choses qui vont se passer, mais c'est un peu moins intéressant là-dessus. Bien sûr, toute cette histoire se passe dans le monde des ténèbres et il va avoir une espèce de tournoi, un tournoi immense. Vous allez retrouver d'ailleurs la plupart des gens que vous avez pu voir dans le tournoi des ténèbres du premier arc, avec à la clé être le dirigeant total du monde des ténèbres, donc l'un des trois rois va pouvoir dominer à toute aisance le reste du monde des ténèbres. Et jusqu'à la partie où le tournoi est annoncé, ça se passait vraiment bien dans l'œuvre, mais la fin de l'œuvre, ça c'est une bouse totale. Donc j'ai vraiment pas aimé cette fin, tout simplement parce que ça a été accéléré de dingue avec une finalité dans l'arc que vraiment j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. Et je pense que la plupart des fans de l'œuvre n'ont pas aimé non plus. Moi j'ai été dégoûté. Vraiment j'ai été dégoûté de la fin de cette œuvre. Je vais vous laisser voir l'œuvre si jamais vous l'avez pas vue ou même la revoir, mais la fin du tournoi, on ne la voit même pas. Elle se passe en second plan et vous vous dites mais putain, mais ça se termine comme ça en fait. Vraiment. Et on va dire eux-mêmes le pouvoir de l'amitié. Vous dites-vous que le pouvoir de l'amitié va rentrer dans Yu Yu Hakusho à la fin. Incroyable. Oh, et qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Mais bon, de ce que je sais, apparemment, la fin de cette œuvre a été brusquée par l'auteur lui-même, donc Maître Togashi, tout simplement parce qu'il a été trop poussé par la ligne éditoriale pour continuer son œuvre, pour forcer, et lui, ça n'aurait pas plu, donc il aurait dit, écoutez, moi, allez à la mer, je finis mon œuvre comme ça, et voilà, tant pis, vraiment tant pis pour ce monde, mais ça s'est passé comme ça. Et c'est pour ça qu'il a eu aussi beaucoup plus de liberté sur l'œuvre Hunter x Hunter, donc il a eu énormément de temps pour faire son œuvre, énormément de temps pour faire ses pages de chapitres, et tout simplement, l'équipe éditoriale a dû accepter ça, sinon il nous refaisait une Yu Yu Hakusho. Donc voilà, très chargeant. C'était pour Yu Yu Hakusho, une œuvre que j'ai vraiment aimée. J'ai vraiment classe. Quasiment du début à la fin, je pourrais vous dire cette phrase. Juste la fin, j'ai pas aimé. Mais sinon, ça vaut vraiment le détour pour ceux qui ne connaîtraient pas. Vraiment cool. Très 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 cool. Je pense que tout est dit. Si ça vous a plu comme des petits, vous savez quoi faire. Et je pense qu'on se reverra la prochaine fois. Salut!